Ils n'avaient pas prévu que ça arrive aussi vite. Le détroit d'Ormuz, un point minuscule sur la carte, mais un point qui contrôle près de 20% du pétrole mondial, et ce matin, tout a basculé. L'Iran semble perdre le contrôle. Puis, dans le même temps, les États-Unis passent à l'action. Silencieux, rapide, coordonné. Mais pourquoi maintenant? Et surtout, qui est réellement en train de prendre l'avantage? Pendant des années, le détroit d'Ormuz a été un levier stratégique majeur pour Iran, une arme invisible, pas besoin de tirer un seul missile, il suffisait de menacer de fermer ce passage. Chaque jour, plus de 20 millions de barils y transitent. Chaque tanker, chaque cargaison, chaque route énergétique majeure passe par là. Alors quand ce flux ralentit, le monde entier retient son souffle. Mais cette fois, ce n'est pas une simple menace, c'est une rupture. Puis, les premiers signaux apparaissent. Des navires bloqués, des routes maritimes déviées, des assureurs qui suspendent leurs garanties et surtout, un silence inhabituel du côté de l'Iran. Un silence qui inquiète. Mais c'est là que tout change. Les États-Unis ne parlent pas, ils agissent. Des mouvements navals sont détectés dans la région. Des groupes aéronavals se repositionnent. Des communications cryptées s'intensifient. Et en quelques heures, une stratégie se dessine. Objectif, rouvrir le détroit, à tout prix. Mais pourquoi une réaction aussi rapide? Parce que derrière ce passage étroit se cache un équilibre mondial fragile. Si Hormuz tombe, les prix explosent. Le baril peut dépasser les $150 en quelques jours. Les chaînes logistiques mondiales s'effondrent. L'inflation repart. Les économies vacillent. Mais ce n'est que la surface. Car ce qui se joue ici est bien plus profond. Depuis plusieurs mois, Iran renforce sa présence dans le Golfe. Missiles côtiers, drones navals, mines maritimes intelligentes. Une stratégie claire, contrôler, ralentir, dissuader. Mais face à eux, United States dispose d'un avantage décisif. La projection de puissance, satellites, sous-marins nucléaires, aviation embarquée. Et surtout, une capacité à intervenir sans prévenir. Puis, un détail change tout. Des rapports évoquent une perte de coordination côté iranien, des unités isolées, des communications brouillées, des décisions retardées, comme si le contrôle échappait. Mais alors, l'Iran a-t-il réellement perdu la main ou est-ce une illusion stratégique? C'est là que l'analyse devient cruciale, car dans ce type de conflit, ce que l'on voit n'est jamais toute la réalité. Regarde bien. Quand une puissance comme United States intervient, elle ne cherche pas seulement à rouvrir une route, elle envoie un message au marché, un message aux alliés, un message aux adversaires. Nous contrôlons la situation. Mais est-ce vraiment le cas? Car en face, Iran joue un jeu différent, un jeu asymétrique. Pas besoin de dominer totalement, juste perturber suffisamment, créer de l'incertitude. Et dans un détroit aussi étroit, quelques mines bien placées, quelques drones, quelques minutes, et tout peut s'arrêter. Puis, un nouveau développement. Des corridors maritimes sécurisés commencent à être annoncés, des escortes militaires, des routes balisées, une tentative claire de reprendre le contrôle. Mais à quel prix? Parce que chaque navire escorté, chaque intervention augmente le risque d'escalade. Et à ce stade, une seule erreur, un seul tir, un seul incident peut déclencher bien plus qu'une simple crise maritime. Alors pose-toi la question, sommes-nous face à une opération de stabilisation ou au début d'un affrontement beaucoup plus large? Car derrière Hormuz, ce n'est pas juste du pétrole, c'est le cœur énergétique du monde et quand ce cœur vacille, tout le reste suit. Mais ce que très peu de gens remarquent, c'est ce qui se passe en parallèle. Des pays commencent déjà à s'adapter. Diversification des routes, stockage d'urgence, négociations en coulisses, comme si le scénario était anticipé. Alors, qui a vraiment l'avantage? Celui qui contrôle le détroit ou celui qui contrôle la réaction du monde? Parce que dans cette situation, le pouvoir ne se mesure pas uniquement en missiles, mais en capacité à influencer la peur, les marchés, les décisions globales, et c'est là que tout devient encore plus complexe. Car pendant que les regards sont tournés vers le Golfe,
D'autres acteurs observent, attendent, calculent, et certains pourraient profiter du chaos. Alors maintenant, regarde bien ce qui va suivre, parce que ce n'est que le début. La vraie question n'est plus qui contrôle Hormuz, mais qui contrôle ce qui va se passer ensuite, et ça, personne ne te le dira clairement. Mais observe bien le rythme des événements. Il s'accélère, puis il ralentit, puis il repart, comme si quelqu'un contrôlait la cadence. Dans les heures qui suivent, des images satellites circulent, des convois maritimes encadrés, des destroyers positionnés en ligne, des avions de surveillance tournant en boucle au-dessus du Golfe, une présence massive, visible, volontairement visible. Ce n'est plus seulement une opération militaire, c'est une démonstration. Et derrière cette démonstration, un objectif précis, rétablir la confiance. Parce que le véritable champ de bataille, ce sont les marchés. Regarde les chiffres. En moins de 24 heures, plus 18% sur certains contrats pétroliers, des primes d'assurance multipliées par 3, des compagnies maritimes qui suspendent leurs trajets. Ce n'est pas une guerre classique, c'est une guerre de perception. Puis, c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Des analystes commencent à remarquer un détail. Les perturbations ne sont pas constantes, elles sont ciblées. Certains navires passent, d'autres non. Certaines routes restent ouvertes, d'autres deviennent impraticables, comme si quelqu'un testait les réactions. Et ça change tout, parce que ça veut dire une chose. Le contrôle n'est pas totalement perdu, il est modulé. Alors pose-toi la vraie question. Et si Iran ne perdait pas le contrôle, mais choisissait précisément où et quand l'exercer, une stratégie de pression, pas de blocage total, juste assez pour déséquilibrer. Mais en face, la réponse s'intensifie. United States met en place des zones de passage sécurisées, des couloirs surveillés en permanence, des protocoles d'escorte renforcés et surtout, un élément clé, la guerre électronique, brouillage des communications, neutralisation des drones, interception des signaux, un combat invisible, silencieux, mais décisif. Puis, un incident. Un tanker change brusquement de trajectoire. Un signal coupé. Quelques minutes de silence total, puis il réapparaît. Rien d'officiel, mais assez pour faire monter la tension, parce que dans ce type de situation, l'information est une arme, et parfois, le flou est volontaire. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, des discussions diplomatiques s'intensifient, officieusement, discrètement. Des pays du Golfe s'inquiètent, des partenaires asiatiques pressent pour une solution rapide. Car eux aussi dépendent de ce passage. Plus de 80% des exportations de pétrole du Golfe transitent par ce détroit. Et quand cette artère se bloque, c'est toute une région qui suffoque. Alors chacun joue sa carte. Certains appellent au calme, d'autres renforcent leur position militaire. Mais personne ne veut apparaître comme celui qui déclenche l'escalade. Et c'est là que le jeu devient dangereux, parce que tout le monde agit. Mais personne ne veut être vu comme l'initiateur. Alors, les actions deviennent indirectes. Cyberattaque, pression économique, opération discrète, une guerre de l'ombre. Et pendant ce temps, le détroit reste sous tension. Ouvert, mais instable, accessible, mais sous menace constante. Et ça, c'est peut-être le pire scénario, parce qu'un blocage total, c'est clair. Mais une instabilité permanente, c'est imprévisible. Et l'imprévisible, c'est ce qui fait paniquer les marchés. Alors maintenant, imagine, un navire, chargé de millions de barils. Il entre dans le détroit. Tout semble normal. Mais sous la surface, des capteurs, des drones, des systèmes invisibles, qui observent, qui analysent, qui attendent. Et à tout moment, tout peut basculer. C'est ça, la nouvelle réalité d'Hormuz. Un équilibre fragile, maintenu par la peur, mais surtout par le calcul. Alors, qui gagne réellement, celui qui empêche le passage ou celui qui le maintient ouvert sous contrôle? Parce que dans les deux cas, le pouvoir est là. Et pendant que le monde regarde,
une autre question commence à émerger. Et si ce n'était qu'un test, un test grandeur nature, pour mesurer les réactions, tester les limites, observer les réponses et préparer quelque chose de plus grand. Parce que dans ce genre de scénario, rien n'est improvisé. Chaque mouvement, chaque silence, chaque incident a une signification. Alors reste attentif, parce que ce qui se joue ici dépasse largement un simple détroit. C'est un signal que l'équilibre mondial est en train de changer. Et ce changement ne fait que commencer. La prochaine étape, elle ne se jouera peut-être même pas ici, mais elle sera directement liée à ce moment précis. Et quand elle arrivera, il sera déjà trop tard pour réagir. À ton avis, qui est vraiment en train d'écrire la suite de l'histoire? Alors regarde bien, parce que maintenant, on entre dans la partie que très peu de gens comprennent. Tout le monde se concentre sur le détroit, les navires, les escortes, les tensions visibles. Mais pendant ce temps, le véritable déplacement se fait ailleurs, dans les données, dans les flux invisibles, dans les décisions qui ne sont jamais annoncées publiquement. Puis, un changement discret apparaît. Certains pays commencent à réduire leur dépendance immédiate au détroit. Pas officiellement, pas brutalement, mais progressivement. Des routes alternatives sont activées. Des pipelines sont sollicités à pleine capacité. Des réserves stratégiques commencent à être utilisées. Ce n'est pas une réaction de panique, c'est une anticipation. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que cela signifie une chose, le monde ne cherche plus seulement à gérer la crise. Il commence à s'adapter à un nouveau normal. Mais alors, qu'est-ce que ça implique vraiment? Si le détroit d'Ormuz perd son statut de point de passage indispensable, même partiellement, alors le levier stratégique de l'Iran diminue. Et ça, c'est une transformation majeure. Mais attention, parce que cette transition ne se fait pas en un jour. Et pendant cette période de transition, le risque est maximal. Pourquoi? Parce que chacun teste les limites. United States teste sa capacité à sécuriser. Iran teste sa capacité à perturber. Les autres acteurs testent leur capacité à contourner. Et quand tout le monde teste en même temps, les erreurs arrivent. Puis, un autre élément commence à émerger. Les assurances maritimes. C'est un détail que beaucoup ignorent. Mais sans assurance, aucun navire ne bouge. Et là, les primes explosent. Certaines routes deviennent presque impossibles à assurer. Résultat, même si le détroit est ouvert, le trafic réel diminue. Et ça, c'est une victoire silencieuse. Parce que bloquer physiquement, c'est une chose. Mais ralentir économiquement, c'est encore plus efficace. Alors pose-toi cette question. Et si le véritable objectif n'était pas de fermer le détroit, mais de le rendre trop risqué pour être utilisé normalement, c'est plus subtil, mais potentiellement beaucoup plus puissant. Puis, un nouveau facteur entre en jeu, les alliances. Certains pays renforcent leur coopération navale, des exercices conjoints apparaissent, des accords de sécurité sont accélérés, comme si une nouvelle architecture de sécurité était en train de se construire. Et ça, ce n'est pas temporaire, c'est structurel. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la réaction des marchés financiers. Au début, panique, puis volatilité, puis adaptation. Les investisseurs recalibrent, les flux se redirigent, les stratégies changent et progressivement, le choc initial se transforme en opportunité pour certains. Parce que dans chaque crise, il y a toujours des gagnants cachés. Alors, qui profite vraiment de cette situation? Les exportateurs alternatifs, les compagnies de transport hors zone, les acteurs capables de s'adapter rapidement. Et pendant que certains perdent le contrôle, d'autres prennent de l'avance. Mais attention, parce que tout ça repose sur un équilibre extrêmement fragile. Un équilibre qui peut basculer à tout moment. Puis, un scénario commence à inquiéter les analystes. Et si un incident majeur survenait pendant une opération d'escorte, un tir mal interprété,
un drone mal identifié, un mouvement mal anticipé, et soudain, on passe d'une tension contrôlée à une confrontation directe. Et là, tout change, parce qu'à ce niveau, il n'y a plus de retour immédiat en arrière. Alors regarde bien la dynamique actuelle. D'un côté, une volonté de montrer le contrôle. De l'autre, une capacité à maintenir l'incertitude. Et entre les deux, un espace de tension permanente. C'est ça, le vrai champ de bataille. Pas seulement l'eau du détroit, mais l'espace entre stabilité et chaos. Et plus cet espace se réduit, plus le risque augmente. Alors maintenant, pose-toi une dernière question. Et si tout ça n'était qu'une étape? Une étape dans un changement beaucoup plus large. Un monde où les points de passage stratégiques deviennent des zones de confrontation permanentes. Un monde où le contrôle ne se fait plus uniquement par la force, mais par la capacité à influencer les flux, énergie, commerce, information, tout est lié. Et ce qui se passe à Hormuz aujourd'hui peut se reproduire ailleurs demain. Alors observe bien, parce que ce modèle, s'il fonctionne, il sera réutilisé, encore, et à chaque fois, avec plus de précision, plus de maîtrise, et potentiellement plus de conséquences. Ce que tu vois ici, ce n'est peut-être pas une crise isolée, c'est peut-être le prototype d'un nouveau type de confrontation mondiale, silencieuse, diffuse, mais incroyablement efficace. Et maintenant, tout dépend de la suite. Escalade ou stabilisation, contrôle ou perte totale de maîtrise. Mais une chose est certaine, le monde ne regardera plus jamais le détroit d'Ormuz de la même manière. Et toi, tu viens de comprendre pourquoi. Alors maintenant, concentre-toi, parce que ce qui arrive ensuite est encore plus déterminant. Dans les coulisses, une course contre le temps a commencé. Pas une course militaire, une course stratégique. Qui va réussir à imposer sa version de la réalité? Parce que, à ce stade, ce n'est plus seulement une question de contrôle physique, c'est une bataille pour le récit. United States doit montrer que le détroit reste ouvert, que le commerce continue, que le système tient. Iran doit montrer l'inverse, que rien n'est sécurisé, que tout peut s'arrêter à tout moment. Et entre ces deux récits, le monde choisit. Puis, un élément critique apparaît, les délais de réaction. Avant, une perturbation pouvait être gérée en jours. Aujourd'hui, tout se joue en minutes, détection, analyse, décision, action, tout est accéléré, et dans un environnement aussi tendu, la vitesse devient une arme, mais la vitesse augmente aussi le risque d'erreur, et c'est là que le danger atteint son maximum, parce que plus les décisions sont rapides, moins elles sont vérifiées. Puis, un rapport interne fuite, rien d'officiel, mais suffisamment crédible pour circuler. Il évoque une saturation progressive des systèmes de surveillance. Trop de signaux, trop de mouvements, trop d'informations contradictoires. Résultat, une difficulté croissante à distinguer une menace réelle d'une simple perturbation. Et ça, c'est exactement le type d'environnement où les incidents arrivent. Alors imagine, un opérateur, face à un écran, un signal apparaît, inhabituel, ambigu, quelques secondes pour décider. Menace ou erreur, et dans ce laps de temps, tout peut basculer. C'est ça, le vrai point de rupture. Pas une attaque massive, mais une mauvaise interprétation, puis un autre facteur entre en jeu. La fatigue, des équipes en alerte constante, des rotations accélérées, une pression continue. Et la fatigue réduit la lucidité, augmente les erreurs et rend chaque décision encore plus critique. Mais ce n'est toujours pas le point le plus inquiétant. Le point le plus inquiétant, c'est que malgré tout ça, le système continue de fonctionner. Imparfaitement, mais suffisamment pour éviter l'effondrement total. Et c'est exactement ce qui rend la situation dangereuse. Parce que tant que ça tient, tout le monde continue. On repousse les limites, encore et encore, jusqu'au moment où ça ne tient plus. Alors, quand est-ce que ça casse? Personne ne le sait. Et c'est ça, le vrai problème. Puis, un dernier élément, silencieux, mais décisif, la confiance.
Chaque jour où le détroit reste instable, la confiance diminue. Chaque incident, chaque rumeur, chaque perturbation érode un peu plus le système. Et une fois que la confiance disparaît complètement, même sans blocage total, le résultat est le même. Le flux s'arrête. Alors, regarde bien où on en est. Le détroit n'est pas totalement fermé, mais il n'est plus totalement ouvert. Le contrôle n'est pas totalement perdu, mais il n'est plus totalement assuré. Et dans cet entre-deux, tout peut arriver. C'est ça, la zone grise. Et aujourd'hui, le monde entier est suspendu à cette zone grise. Alors maintenant, la vraie question finale, pas celle que tout le monde pose, mais celle que personne n'ose vraiment affronter. Et si ce n'était pas une crise à résoudre, mais un nouvel état permanent, un monde où l'instabilité devient la norme, où les points critiques restent sous tension constante, où le contrôle est toujours contesté, si c'est le cas, alors ce que tu vois aujourd'hui à Hormuz n'est pas une exception, c'est un aperçu du futur. Un futur où chaque passage stratégique peut devenir un levier. Un futur où la sécurité n'est jamais garantie. Et où chaque décision peut avoir des conséquences globales. Alors, retiens bien ce moment, parce qu'il marque peut-être un basculement, pas seulement pour une région, mais pour l'équilibre du monde entier. Et maintenant, tout dépend de ce qui va suivre. Escalade contrôlée, ou perte totale de contrôle, stabilisation fragile, ou rupture brutale. Mais une chose est sûre, la prochaine décision sera déterminante, et quand elle tombera, elle redéfinira tout. À ton avis, le monde est-il encore en train de contrôler la situation, ou est-ce déjà l'inverse? Et pourtant, il y a un détail que presque personne ne regarde. Pas les navires, pas les missiles, pas les déclarations officielles, le timing. Regarde la séquence, chaque action, chaque réaction, chaque silence. Tout semble calibré, comme si les deux camps évitaient soigneusement une ligne invisible, une ligne rouge. Mais où est-elle exactement? C'est ça le problème. Parce que cette ligne n'est jamais clairement définie. Elle bouge, elle évolue, elle dépend du contexte. Et parfois, on ne réalise qu'elle a été franchie qu'après coup. Puis, un changement subtil se produit. Les communications officielles deviennent plus rares, plus courtes, plus vagues, moins d'informations, plus d'ambiguïté. Et ça, ce n'est jamais un bon signe, parce que quand l'information disparaît, les spéculations prennent le relais. Et les spéculations créent de la tension, puis un nouveau mot commence à circuler. Dissuasion active, pas une guerre, pas une paix, un état intermédiaire, où chacun agit suffisamment pour montrer sa force, mais pas assez pour déclencher un conflit total, un équilibre instable, mais calculé. Alors pose-toi cette question. Combien de temps un tel équilibre peut-il tenir? Parce que plus il dure, plus la probabilité d'un incident augmente, mathématiquement, statistiquement, inévitablement. Puis, un dernier élément entre en jeu, le facteur humain, parce que derrière chaque système, chaque décision, chaque action, il y a des hommes, avec leurs limites, leur stress, leur fatigue, leur interprétation du moment. Et dans un environnement aussi tendu, ce facteur devient critique. Alors imagine, une nuit, visibilité réduite, un signal radar ambigu, un ordre mal interprété et en quelques secondes, une décision irréversible. C'est ça le vrai danger, pas la stratégie globale, mais le moment précis où tout dérape, puis un silence, pas un silence médiatique, un silence opérationnel, moins de mouvements visibles, moins d'activités détectées, comme si quelque chose se préparait, ou comme si tout le monde retenait son souffle. Et c'est souvent dans ces moments-là que les choses basculent. Alors maintenant, on arrive au point le plus important. Pas ce qui se passe, mais ce que ça change. Parce que même si la situation se stabilise, même si le détroit reste ouvert, rien ne reviendra comme avant. Pourquoi? Parce que la perception a changé. Le risque est désormais intégré dans chaque décision, chaque contrat, chaque route maritime. Et ça, c'est irréversible. Alors même sans crise ouverte,
Les conséquences sont déjà là. Des coûts plus élevés, des stratégies modifiées, des dépendances réévaluées et à long terme, un déplacement du pouvoir moins concentré, plus diffus, mais aussi plus instable. Alors maintenant, regarde bien la situation dans son ensemble. Un détroit toujours ouvert, mais sous pression constante, des puissances qui agissent, mais sans aller trop loin, un système qui tient, mais de justesse. Et au centre de tout ça, une question sans réponse claire, qui contrôle réellement la situation? Parce que le contrôle total n'existe plus, il a été remplacé par une gestion du risque. Et ça change tout. Alors oui, officiellement, le détroit est rouvert, les navires passent, les flux reprennent. Mais en réalité, le doute reste. Et ce doute est suffisant pour changer les règles du jeu. Alors maintenant, la conclusion, pas celle qu'on te donne habituellement, la vraie, ce qui s'est passé ici. Ce n'est pas juste une crise, c'est une démonstration. Une démonstration que même les points les plus critiques du système mondial peuvent être remis en question. Et une fois que cette possibilité existe, elle ne disparaît plus. Elle devient une variable permanente. Alors à partir d'aujourd'hui, chaque décision stratégique, chaque mouvement énergétique, chaque tension géopolitique devra prendre en compte cette nouvelle réalité. Et ça, c'est un changement majeur, peut-être même un tournant historique. Alors retiens bien ça. Le détroit d'Ormuz n'a pas seulement été perturbé, il a été redéfini. Et avec lui, une partie de l'équilibre mondial. La prochaine fois que tu entendras parler d'une crise, pose-toi la question, est-ce vraiment une crise ? Ou le nouveau système en train de s'installer, parce que maintenant, tu vois ce que la plupart des gens ne voient pas. Et ça change complètement ta lecture du monde. Très bien. On garde la tension, mais on condense. Tout converge vers un point. Le détroit n'est plus le centre. Il est devenu le symptôme. Ce qui se joue ici est une bascule. Avant, un passage stratégique contrôlé, après, une zone contestée en permanence, un modèle de pression moderne, flexible, invisible, difficile à contrer. Et si ce modèle se répand, alors le monde entre dans une nouvelle ère, une ère où les flux ne sont plus garantis, les routes ne sont plus sûres, le contrôle est toujours contesté, et dans ce monde-là, la puissance ne se mesure plus seulement en force, mais en capacité à créer de l'incertitude. Dernière question, si tout devient instable, qui aura vraiment l'avantage? Celui qui contrôle ou celui qui s'adapte le plus vite? Tout est maintenant en place. Le détroit n'est plus le même, les règles ne sont plus les mêmes, les acteurs non plus. Ce que tu viens de voir, ce n'est pas une perte de contrôle, c'est une redistribution. Iran n'a pas disparu du jeu, il a changé de manière de jouer. United States n'a pas repris un contrôle total, il a imposé une stabilité sous pression. Et entre les deux, un nouvel équilibre s'est installé, instable, dynamique, permanent. Alors oublie l'ancien monde, celui où un point stratégique pouvait être sécurisé définitivement. Aujourd'hui, tout peut être contesté, à tout moment, et ça, c'est irréversible, parce que la vraie bascule, elle est mentale. Le risque est désormais intégré dans les marchés, dans les stratégies, dans les décisions politiques. Et une fois que le doute existe, il ne disparaît plus. Alors oui, le détroit d'Ormuz est rouvert, mais en réalité, il ne sera plus jamais totalement sûr. Et c'est ça, la vraie victoire invisible, pas bloquée, pas contrôlée, mais forcer le monde à vivre avec l'incertitude. Alors retiens bien ça, le futur des conflits, ce n'est pas la domination totale, c'est la maîtrise du déséquilibre, créer juste assez de tension pour influencer sans détruire. Et aujourd'hui, ce modèle vient d'être validé. Alors, la prochaine fois que tu verras une crise, ne regarde pas seulement ce qui se passe, regarde ce que ça change, parce que c'est là que se joue le vrai pouvoir. Et maintenant, une dernière question. Si l'incertitude devient la norme, qui est vraiment en contrôle?
celui qui sécurise ou celui qui rend la sécurité impossible?